Jean-Marc Merlan, salut. Salut. Je peux dire ton nom parce que tu le portes sur toi avec un badge Bergerac en commun et un autre badge qui est un gilet jaune en miniature. Alors donc on t'a aperçu en filmant des manifs et des ronds-points et donc tu as bien voulu venir ici. Merci beaucoup après avoir raté un premier rendez-vous, mais bon c'est pas grave, on t'en veut pas. Ça, les grandes vedettes, Donc c'est très gentil, tu nous intéresses beaucoup parce que, alors d'une part parce que bon tu participes à ce mouvement social qui traverse la France depuis plus d'une année maintenant. Et peut-être même bien avant, enfin on en reparlera peut-être. Et puis aussi, tu es un homme de télévision. Alors ça, nous autres amateurs, bricoleurs, on n'est pas du tout des gens de télévision, mais toi, tu as fait ta profession de cela. Je crois que tu étais spécialisé même dans les comptes rendus de campagne présidentielle pendant un bon moment de ta vie. Donc on va peut-être commencer par là. Et puis après, on parlera des Gilets jaunes et de ce mouvement social en question. Ça te va comme ça? Ouais. Et ben voilà, alors qui es-tu ou qu'as-tu? Alors, en tant que parler d'être et avoir. Alors en tant qu'homme de télévision, moi ça a démarré déjà par la fac. C'est-à-dire qu'on est dans les années 70, l'audiovisuel est vraiment ça démarre. Le PAF, le paysage audiovisuel français, c'était des chaînes publiques. C'était l'ORTF. L'ORTF, c'était l'INA en formation, et il y avait un concours pour rentrer à la télévision. Il fallait passer un concours pour rentrer à la télévision. Puis il y a eu l'éclatement de l'ORTF, donc les chaînes ont été séparées. Et avec la séparation des chaînes, le concours est tombé. C'est-à-dire que chaque chaîne pouvait embaucher des techniciens. Mais toi, tu étais étudiant, et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir d'être admis au concours de la fac de Valenciennes. Donc, la Valenciennes, il y avait deux facs en France qui faisaient audiovisuel. Il y avait Brest, mais c'était plutôt ingénieur du son. Et là, il y avait une épreuve de solfège. Donc moi, ils n'ont pas fait de solfège. Brest. Mais tu cherchais déjà, oui, je voulais être dans l'audiovisuel. La passion de l'audiovisuel, c'est tout petit, puisque à l'âge de 15 ans, je faisais partie d'un club de Super 8. C'est ça. Et dans ce club de Super 8, pour la commune, on filmait les informations en Super 8 de la commune. Donc, voilà. C'était une web TV, mais c'était une fois par an. Avec les moyens du bord. Voilà, une fois par an, on sortait le film de l'année, et on faisait à la fois le film de l'année, ça c'était en première partie de programme, et après on présentait nos films à nous, qui étaient en film qui passaient des concours. Moi j'ai fait un concours national pour un documentaire, j'ai eu le 3e prix, donc en Super 8. Donc je devais avoir 17 ans. Et donc c'était vraiment ma passion. D'accord, c'était une vocation qui commençait là. Donc tu as obtenu ce concours à Valenciennes? À Valenciennes, donc je suis rentré à Valenciennes. Donc j'ai fait une licence des techniques audiovisuelles de Valenciennes. Donc Valenciennes avait la particularité par rapport à Brest, c'est qu'elle faisait photo, son et vidéo. Donc c'était un peu compliqué. Tu étais boursier ou comment tu... Non, j'avais une maman qui a ta famille a payé tes elle études. A cassé la tirelire. Alors pour la petite anecdote, c'est ma maman qui m'a poussé à faire le concours, parce qu'elle savait que c'était ma passion, donc, et elle était persuadée que je ne l'aurais pas. Mais dans son idée, c'était que... Il fallait que tu le fasses. Si je ne faisais pas le concours, je vais le regretter toute ma vie. C'est ça. Et en fait, quand j'ai eu le résultat du concours, elle me l'a dit, elle me dit, je ne m'attendais pas à ce que tu sois réussi, que tu réussisses, mais l'important c'était que tu le fasses. Elle dit, maintenant que tu as réussi, j'ai des économies, je te paye tes études, mais obtiens ton diplôme. Voilà, c'est gentil. Donc j'ai obtenu mon diplôme et j'ai même après refait une année supplémentaire, parce que après il y avait une maîtrise de com, donc j'ai licence et maîtrise de com. Alors que tu n'étais pas du tout originaire du Nord? Non, j'étais presque, j'habitais Noyon, donc c'est entre la Picardie, mais bon. Mais de Valenciennes, moi j'avais des gens de Toulouse, j'avais des gens il y avait des gens de toute la France, de toute la France. Et c'était des promotions de combien donc? Alors c'était des petites promotions, donc le concours on était 1000, et il y avait 30 chaises. D'accord. Voilà. Et après la maîtrise, c'était parmi ceux qui avaient la licence, et moi j'étais donc la 2e promotion de maîtrise, on était 8. Et le truc du concours, pour rester là 2 minutes, c'était
des preuves pratiques qu'il fallait Alors, donner ou... il y avait un QCM. Il y Ah avait oui. un QCM sur l'électronique, l'optique, la mathématique, enfin un peu sur tout. Ouais. Par exemple, moi, j'avais jamais fait d'optique de ma vie. Oui. Et donc, je me suis trouvé face à un QCM. Et je me suis dit, si tu réponds à aucune question, tu as tout faux. Oui. Et donc, la partie optique, je l'ai vraiment remplie comme Au comme hasard. une grille du loto. Ouais, c'est ça. Voilà, comme une grille de loto. À la fin du QCM, moi, j'avais la moyenne. Donc, j'ai eu le droit de passer l'oral. Ok. Et alors, l'oral, j'ai vraiment été cuisiné. Et donc, moi, je sortais d'un BTS électrotechnique production électricité. Ça n'avait rien à voir. J'étais dans une école qui faisait 100% de réussite. D'accord. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez dans une école à 100% réussite, vous êtes moine. Pendant 2 ans, vous ne faites que ça. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Ça faisait 12 années que l'école faisait 100% de réussite. Donc, une école nationale, monsieur, hein, pas une école privée. Hein. Oui. Non, c'était le BTS de Creil. Ouais. Voilà. Ouais. Et, Pour revenir à ces épreuves, c'était uniquement verbal, on ne te demandait pas des documents, tu n'avais pas besoin de montrer des films, je sais pas. Alors, moi, j'avais dit, effectivement, j'avais le papier comme quoi j'avais eu Ouais. le 3e prix. Ah, d'accord. Voilà. J'avais- Et ça tombait bien parce que le concours il avait été fait à Lille. Donc, c'était un 3e prix du Nord. Donc, Ok, d'accord. j'étais dans la bonne c'est région. bien, c'est bien. C'est le hasard, j'étais dans la bonne région. Et je me rappelle, il y a une question où il y a un prof qui me pose la question en disant qu'est-ce que tu as lu comme roman? Qu'avez-vous lu comme roman? Ouais. Et là, je me suis dit, oh là là, je ne peux pas lui dire que j'ai rien lu. Parce que je n'avais rien lu. Et là, il m'est venu une idée de lui sortir mes bouquins techniques. Ouais. Donc, parce que je connaissais les titres de mes bouquins techniques, mais en les disant exactement comme on dit un roman. C'est-à-dire avec le titre, Oui. l'électromagnétisme Oui. par Monsieur Duchemol aux éditions, voilà. Mais très. Oui, ça comme pouvait si être un roman. Voilà, Oui. comme un roman. Donc le gars en question, il a rigolé, quoi. Il a dit, bon, voilà, Et à la fin, j'ai eu le droit aussi à la question où on a vraiment l'impression qu'on a raté l'épreuve. Ils m'ont posé la question, c'est bon, si vous n'êtes pas admis à Valenciennes, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, Et puis bon, comme ça avait duré une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais un petit peu énervé. Chaud. Et puis bon, avec toutes les questions qu'ils m'avaient posées, je m'étais dit, c'est foutu. Et là, je leur ai dit sur un ton un peu sec, quoi. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans. J'ai dit, mais de toute façon, c'est pas vous qui m'empêcherez de faire de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, c'est ma passion, j'en fais depuis l'âge de 15 ans. d'accord, d'accord. Si je suis pas pris à Valenciennes, j'ai là, j'ai un BTS électrotechnique, j'ai du boulot. Ouais, ouais. Bah, je ferai ça pendant les week-ends et tout, je me ferai mes concours et tout. D'accord, très Voilà, bien. c'est pas vous qui. Ouais, c'était sincère. Et ils en m'ont tout cas. dit, bon, ben, on vous écrira. Et donc, ça a duré combien ces études? La licence, donc c'était donc il fallait avoir un BTS. Donc on Oui, était oui. déjà à Bac plus 2, donc la licence Oui. c'est Bac plus 3, donc c'est 1 an, et la maîtrise Bac plus 4, donc j'ai eu 2 années. Ah, c'était comme à la fac, quoi. Comme à la fac, ouais. Avec des stages en entreprise, et moi le premier stage que j'ai fait c'est à France 3 Amiens, Ok. là où j'aurais pu croiser le petit Macron. Ah oui, c'est vrai. Il était là. Oui, oui. Je ne l'ai pas croisé dans les rues, mais je l'ai peut-être croisé. Bah, mais- si, peut-être. Si, oui, mais je vais pousser un ballon. Voilà, donc j'ai fait ça à France 3 radio. Alors on m'a mis en radio, j'ai fait de la radio. Voilà, parce que j'étais plus spécialisé dans le son. Et puis après, pour la maîtrise, je suis passé à France 3 à Marseille. Et de là, on m'a envoyé sur un tournage à Millau, sur un film pour Noël. Parce que le thème, donc en maîtrise, on vous demande de faire un mémoire. Et le mémoire que j'ai fait, c'était une télévision pour les enfants, point d'interrogation. D'accord. Donc j'ai travaillé sur tout ce qui était rapport de la télévision à l'enfant. À l'époque, il y avait un projet qui était très très intéressant à France 3, c'était le jeune téléspectateur actif. Oui, je me souviens Voilà, de ça. c'est Oui. pour rendre les jeunes moins cons Ouais, devant la j'avais télé. un copain qui faisait ça. Et ça a été vite abandonné. Oui, oui, oui. Voilà, parce que bon, voilà. Oui, c'était pas mal, ça. Ouais, c'était oui. bien, hein, comme Ouais. téléfilm, ouais. Et donc, bon, alors, très Et puis bien. donc, je suis rentré à TF1 parce qu'il fallait un ingénieur du son. Donc, TF1 encore TF1 enfin, privatisé déjà. Public. Public. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait une collègue qui était partie en congé maternité, donc il fallait la remplacer. Donc j'avais déjà des copains de Valenciennes qui étaient à TF1, donc c'est eux qui m'ont fait rentrer. Ok. Apparemment, j'ai fait mes preuves. Et là, M. Mitterrand a sorti la loi des 39 heures. Oui. Et les 39 heures, il a obligé les entreprises à embaucher. Et donc moi, j'ai eu mon CDI. Il faut le dire, s'il y en a eu un, il y en a au moins eu un qui était embauché avec ça, c'est moi. Voilà. Ouais, j'ai été embauché grâce à ça. Mon CDI TF1, je l'ai eu grâce au passage des 39 heures.
Avec les 35, Voilà. ça dure. Et ça m'embêtait un peu parce que j'avais des projets pour aller tourner dans des films. Bon, j'avais d'autres projets. Ouais. Moi, je pensais rester en freelance quelque temps. On était jeunes, et puis bon, quand on est jeune, on n'est pas. Et en fait, c'est mon parrain qui m'a dit, écoute, signe ton CDI, tu pourras toujours démissionner. Bien sûr. Si tu as tes contrats de films qui tombent. Oui, il prend toujours, et puis Voilà. tu verras bien. Et puis ça c'est pas. Alors dis-moi, bon, tu as été un passionné, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Enfin, même si une passion, c'est difficile à expliquer, mais parce que quand même, la télé, c'est la merde en général. Je veux dire, c'est très mal fait, on prend les gens pour des cons. La télé, c'est vraiment l'abrutisseur du peuple par excellence. Ouais. Comment se fait-il que toi, tu penses autre chose? Moi, je pense autre chose. Parce que moi, je vois la télé comme un outil. Et alors, je vais prendre l'exemple de la tronçonneuse. Une tronçonneuse, ça peut faire du très très beau boulot. Oui. Mais ça peut faire un massacre Des à la horreurs. tronçonneuse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, un outil puissant, il est puissant. Et la télé, c'est un outil très très puissant. Et donc, on peut s'en servir puissamment pour faire du bien ou puissamment pour faire du mal. Voilà. Ouais. Je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec toi, mais je vois ce que tu veux À dire. l'époque de TF1, il faut savoir que je suis rentré quand même à TF1 public. Ouais. Pendant 4 ans, j'ai fait de la régie finale. Je lançais les émissions du CNDP. C'est ça. Donc ouais. c'était bien ça. Ouais, le c'est vachement CNDP, bien. hein, voilà. Il y avait quand même. Moi, j'étais prof de philo, je me servais de ces émissions. Ouais. Il y avait des Non, philo. très bien. La télévision, la RAI, elle a une chaîne qui est uniquement éducative. Hein. Ouais, Nous, oui, on l'a c'est pas ça. en France, hein, C'est une chaîne ça. éducative. Hein. Ouais, ouais. J'ai jamais compris pourquoi en France, on n'a pas une chaîne éducative. Ben, Parce que la c'est un réponse très bon est cas. dans l'approfondissement de la question qu'on traite, parce que toi, tu crois que les outils sont neutres. Je crois que tu as tort là-dessus. Ah non, non, ils sont pas. Les outils, Tu non. dis, on peut faire bien ou faire mal, Oui, un comme outil. si c'était neutre. Non, outil. un outil est neutre, c'est celui qui l'utilise qui va Ouais, mais ça, je suis orienter. pas tout à fait d'accord sur la neutralité des outils, mais ça nous entraînerait trop loin. Mais bon, d'accord. Alors, du coup, tu as quand même fait ta carrière donc avec cette télé, sans trop d'état d'âme. C'est-à-dire, puisque tu nous as dit que tu avais été responsable de compte rendu des campagnes présidentielles, c'est quand même... Alors, excuse-moi, mais c'est un ouais. lieu du capitalisme Oui, extrêmement oui, serré. oui. Alors non, ce qui me plaisait, c'est que j'étais un technicien pur et dur et que en fait, en France, dans les moyens mobiles légers, l'endroit le plus top, c'était celui-là en fait. Ah, ah. On avait au niveau technologie, j'ai toujours travaillé avec des technologies qui étaient plutôt en bêta que en commercialisées. J'ai travaillé aussi avec des maisons comme Sony, comme Samsung, comme bon, je vais pas citer les marques de logiciels de montage. On travaillait avec eux pour les chaînes de télévision étaient à la pointe de la technique. oui, mais même moyen. alors le TF1 qui était une grosse maison connue dans le monde de la télévision. Hein, on avait vraiment des très bons rapports avec les fournisseurs et c'était vraiment un travail de techniciens vraiment très 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 pointu. Ouais. Qu'est-ce qui compte donc du point de vue de ces techniciens? C'est le bon outil, ok, mais ça voulait dire quoi? La bonne image, le bon, c'est quoi exactement la pointe de la technique à ce moment-là? Alors pour un technicien, ce qui est dit, ça ne le regarde pas. Par contre, ce qui va lui regarder, c'est la qualité, la beauté de l'image, la pureté du son, que le signal arrive correctement de n'importe où d'où il est. Enfin, chaque fois, c'est un challenge. En fait, moi, mais comme tu dis, quel que soit ce qui est dit, quel que soit le contenu, c'est pas un peu gênant ça? Alors, au niveau syndical, parce que j'étais syndicaliste aussi, donc j'étais syndicaliste donc à TF1 privé. Et il nous est arrivé, nous les syndicats, d'intervenir sur du contenu de l'antenne. Ah, oui. Ça n'a pas été dit dans la presse, mais on est intervenu sur des fois où on estimait qu'on avait honte que notre société diffuse ça. Ah d'accord. Voilà. Oui, on a eu des... Et tu étais syndiqué on le faisait notamment dans le cadre du CE, du comité d'entreprise, où on avait le PDG qui était en face. Donc à l'époque, c'était M. Lelay, et on pouvait avoir avec lui des discussions. Ça vous est arrivé de dire non, là, vraiment, c'est trop con. Oui, parce que c'est une des choses qui frappe le public amateur dont je suis, c'est l'extrême distance entre la qualité des moyens techniques utilisés par la télé et
et l'espèce d'absurdité de ce qui est montré. Quand on voit le coût du matériel technique et la... Je pense aux émissions d'amuseurs publics, tu sais, où le public est partout, les studios sont éclairés. Je trouve ça mais scandaleux, quoi. Mais arrivé un moment, si on fait l'étude des chaînes commerciales, on s'aperçoit, alors vous voyez, moi je dis bien commercial, je ne dis pas privé. Le gros tort qu'on a eu en France, c'est d'appeler ça chaîne privée. C'était une erreur monumentale. Si on avait fait comme en anglais ça s'appelle commercial TV. Bien sûr. Si on avait dit la chaîne d'État ou la chaîne nationale et les chaînes commerciales, à mon avis, on serait peut-être déjà on aurait un plus de... Oui, mais cette distinction, à mon avis, ne tombe pas du ciel, si on a préféré privé à commercial. Il faut savoir que Bouygues a été quand même, il a gagné le contrat parce que c'était le mieux-disant culturel. C'est ça. Nous, on avait énormément peur. On avait énormément peur d'être pris par l'autre. C'est ça. À l'époque, il y avait deux projets, on étudiait les deux projets. On avait alors je ne sais plus qui s'appelle l'autre là, enfin c'est celui qui a eu la 5 après. On avait vraiment peur de tomber. On préférait tomber chez Bouygues parce qu'il y avait le mieux-disant culturel. Puis après, qui était une vaste blague. Après, on s'est aperçu que le mieux-disant culturel, c'était du cul, comme on disait. C'était la blague. Bon. Et donc, un petit mot sur les campagnes présidentielles. Donc là tu t'es bien amusé ou Alors, moi, de part... Parce que là, le contenu, ça compte vachement. Oui, mais alors, ce qu'il fallait faire... Alors, déjà, un technicien, il va aussi bien au Front National qu'à l'extrême gauche. Oui, bien sûr. On fait là où on nous demande d'aller. Et on doit finalement, aussi bien un témoin dans la rue qu'on prend comme ça, ou pour l'avoir fait le Dalai Lama, on va mettre la même lumière, on va mettre le même son, on va mettre la même qualité, enfin voilà, c'est technicien quoi. Il faut que ce soit beau et que ça passe. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai fait effectivement toutes les... Alors ce qui est amusant, c'est les rapports, parce qu'un technicien, c'est pas un journaliste. Le journaliste, il est dragué par l'homme politique, ou la femme politique. Quand il arrive quelque part, il essaye de la mettre et tout. Alors que le technicien, il est transparent. D'accord. Mais moi, j'ai des yeux et des oreilles, donc je regarde. Voilà. Hélas, on ne vous voit jamais. Il y a Godard qui a fait une fois une émission. C'est intéressant de voir les coulisses des partis politiques. Ils auraient le caméraman. Puis moi, j'avais toujours quelque chose à les brancher, quand même. Ça me permettait d'aller voir. Un dernier truc, peut-être, c'est aujourd'hui, là, donc tu es à la retraite, je crois, enfin bientôt. Oui, presque. Tu as encore des rapports avec des gens de télévision J'ai toujours des amis. Tu as des copains. Et je veux dire, sur le coin, par exemple, les gens de FR3 Aquitaine, tu les vois pas du tout. Parce que ça aussi, il y aurait à dire sur les 3 minutes de cette émission. Non, mais ce qui m'amuse, c'est que quand je les vois, je vois le matériel qu'ils ont. Et moi, je les taquine un peu, quoi. Je vois bien qu'il y ait des budgets au niveau des... c'est un peu moins au top que jadis. Disons qu'ils ont du matériel, quoi. Ils n'ont pas les... Voilà, ça ne suit pas. Quoi. Ah bon? Alors, pourquoi dans les chaînes commerciales ça suit? Tout simplement qu'en mettant du nouveau matériel, on vire du monde. Oui, c'est ça. Alors que si on gardait le vieux matériel, on garde aussi les hommes qui vont avec. Ça discute tout ça. Voilà. Très bien. Philippe, tu veux ajouter quelque chose sur ce thème de la télévision? Peut-être pour terminer, pour illustrer, parce que c'était assez général, mais une illustration de tes rapports avec les candidats au présidentiel, l'anecdote avec Édouard Balladur, ce serait peut-être intéressant si tu peux la raconter. Oui, si je peux la raconter. Oui, dans séquence. Donc c'était au présidentiel où Édouard Balladur c'est... Contre Chirac, c'était contre Chirac, 95. Donc moi à l'époque j'étais le technicien des voyages officiels, donc le président de la République. Donc tous les voyages officiels que le président de la République faisait, j'étais le technicien le plus péchu en technique qu'on mettait... C'était Mitterrand donc à l'époque. Donc à l'époque... Jusqu'en 95 c'était Mitterrand. Jusqu'en 95 c'était Mitterrand. Mitterrand c'est... Chirac a été élu en 95. Oui, 95, mais c'est pas quand la deuxième fois, c'est pas quand Chirac s'est présenté la deuxième fois que Balladur... c'est possible. Si. Parce qu'en fait, Balladur était le Premier ministre de Chirac qui était président. Exact, voilà. D'accord. Donc c'était la suivante. On est dans l'époque Chirac, oui. On est dans l'époque Chirac. C'est-à-dire 7 ans après 2002. Voilà.
Et donc dans l'équipe, il y a un chef de mission. Donc, alors il y a chef de mission, alors il y a France 2 qui a un chef de mission. Le chef de mission Élysée, il fait la coordination entre France 2, l'Élysée et Matignon, tout ce qui se passe. Voilà. Et il y a la même chose à TF1. Et donc ces deux personnes organisent, préparent, c'est en gros des gros chefs de prod, quoi. Voilà. Et un soir, il y a mon chef de mission TF1 qui m'appelle en disant ah, « Jean-Marc, j'ai un problème, il y a Balladur qui va faire sa déclaration de candidature. » Je dis oui, il me dit « il me l'a fait, il l'a fait demain ou après-demain, enfin il me dit la date. » Moi je lui dis bah, « je travaille pas ce jour-là, je suis bien content de ne pas la faire. » Il me dit « oui, mais j'ai besoin de savoir comment tu le ferais. » Je dis « attends, comment je ferais ça ?» Je dis, mais il n'a pas un directeur de com Il me dit, si, mais c'est eux qui m'appellent pour savoir comment il faut le faire. Ah, il ne savait pas. Alors je dis, ah bon? Et toi, tu m'appelles pour savoir comment on va le faire? Il me dit, oui. Je dis, à un moment, il s'appelle Jean-Pierre. Je dis, Jean-Pierre, tu te rends pas un peu compte, là, de l'énormité, là? Oui, oui. C'est que l'équipe de Balladur t'appelle et toi, tu m'appelles moi, le technicien, pour savoir comment on va le faire. Alors, on commence à m'expliquer un gros truc et tout. J'ai dit, ah non, attends, on va pas s'emmerder. Là, tu vas te prendre des ennuis. C'est une déclaration, tu l'as fait une caméra. Il regarde la France. Tu mets une deuxième caméra de secours et tranquille. Hein. Bon, je croyais avoir répondu à toutes ces questions. Et alors là, il me pose une question. Tu mettrais les photos de famille ou pas? Alors là, j'ai éclaté de rire. Autour du derrière le personnage. Ouais. Et il te demandait absolument pas à moi sur le décor. Voilà, c'était absolument pas à moi de décider si on allait mettre les photos de Balladur derrière lui et tout. Normalement, c'est le spin doctor qui s'occupe de ça. Et tout le monde savait que j'étais à l'époque militant écolo et chez les Verts. En plus, ah d'accord, d'accord. Voilà, on savait que dans la vie publique, dans la vie privée, j'avais une vie politique. Quoi. Oui, oui. Donc, c'était assez amusant. Pour le décor. Et là, j'ai compris que Balladur, il irait pas loin. Oui, bah justement à propos de face caméra, tu dis il regarde la France. Tu vois, moi c'est une des choses qui me scandalise à la télévision, ça. C'est que le mec il sait très bien qu'il regarde une caméra et pas la France. Et on lui dit non, tu fais comme si tu regardais la France. Pareil, scandaleux. Le mensonge à mon avis commence là. Enfin c'est un des points de départ du mensonge. Ouais. Mais bon, on va pas parler de la télé trop longtemps. Avec Krasuki, on avait fait un direct avec Krasuki. Bon, c'est vieux, hein, direct avec Krasuki. Et puis à la fin, il nous parlait qu'il avait peur de la caméra. Il a raison. Il me disait, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me guette au trou, avec sa gouaille, quoi. Il avait une gouaille, hein, Krasuki. Et donc, fort de ça, du propos de Krasuki, qui disait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui guette au trou, après nous, on appelait le caméraman le guetto au trou. Le guette au trou. Oui, c'est ça. Ah oui, voilà. Donc ça venait de Krasuki. Serrure. Ouais, c'était marrant. Très bien. Alors, si on peut te demander quand même, pour faire une histoire de transition, comment tu es tombé à Bergerac depuis Valenciennes, Marseille, Paris, etc. Ouais, bah, j'avais décidé de finir ma vie dans un endroit tranquille. Mais il y a Tahiti qui est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Tahiti, surtout que j'y étais, donc je connais. Oui, c'était un gros avantage de TF1, c'est que j'ai fait... parce que j'avais aussi un choix avec France 3 à Orléans. C'est-à-dire que j'ai eu en même temps, la même semaine, TF1 ou France 3 à Orléans. Et j'ai choisi TF1 parce que je me dis, à TF1, je voyagerai plus que France 3 à Orléans. France 3 à Orléans, j'irai au bout de la Beauce. Oui, c'est ça. Et en fait, je ne me suis pas trompé parce que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Il n'y a que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sur lesquelles je n'ai pas mis les pieds. D'accord. Mais alors, comment Bergerac est-il tombé dans ton escarcelle? Je cherchais une maison dans le bon coin. Voilà, tu connaissais pas du tout le coin, enfin la région. Non, si je connaissais un peu. J'avais pas été trop en mission, j'avais pas été trop. Oui. Dans ma vie familiale, je suis venu une fois en vacances. Ok. Et puis alors là, c'est le hasard du hasard. Ma maman est née à Thiviers. Ah ok. C'est vraiment. Elle est née à Thiviers. Voilà. Oui, quand même. Tu avais une petite acquaintance là. J'étais nourri à la nourriture périurbaine peut-être. Hein. Et donc tu as trouvé une maison dans le coin et voilà pourquoi tu es là. Et tu t'es trouvé tout de suite une famille d'accueil ou je sais pas quoi, enfin des gens d'accueil, les gilets jaunes, c'est voilà, c'est-à-dire que voilà. Quand j'ai vu à la télévision comment étaient rapportés les gilets jaunes et comment ça montait, j'avais quand même une expérience des manifs en 35 ans de télévision, j'en ai fait quelques-unes, et j'ai senti que là il y avait quelque chose qui était anormal. Et j'ai senti notamment le 2 décembre. Le 2 décembre quand 2018, on est bien d'accord.
2018. 2018, ouais, 2 décembre 2018, quand ils ont fait, quand ils ont attaqué l'Arc de Triomphe. Oui, bien sûr. Oui. Là, pour moi, il y a eu un dysfonctionnement majeur des forces de l'ordre, parce que je connais aussi le principe des forces de l'ordre, je sais comment ils réagissent, comment ils peuvent nettoyer une place, hein, je l'ai vu plus d'une fois, j'ai vu les forces de l'ordre nettoyer un endroit, en 1 heure c'est fait. Hein. Et là, à 10h30 du matin, il y a des troubles importants qui se passent autour de l'Arc de Triomphe. Et l'ordre est donné de nettoyer seulement à 17h30. Ah, c'est ça qui t'a étonné. Et là, je me suis dit, là, le gouvernement, il manipule. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire intentionnellement, tu pour penses? moi, c'est certain, oui. Tous les professionnels des forces de l'ordre, tous ceux qui connaissent comment ils travaillent les forces de l'ordre, vous diront que là, il y a un ordre qui a été bloqué. Ou qui n'a pas été donné. Ils ont laissé les faire. Parce que c'est clair, hein, le CRS, on ne leur dit pas bouger, ils ne bougent pas. Par contre, si vous leur dites, c'est le terme, initiative au chef de section, là, vous pouvez y aller que... faut pas rester. Oui, d'accord. Parce qu'ils ont beaucoup d'initiatives, les chefs de section. Mais tant qu'on ne leur dit pas, ah non, c'est tant qu'on dit, reste assis. Donc là, tu penses qu'en fait, il y a une provocation quoi, de la police. Ah, total, ça, j'en suis certain. Je suis certain. Donc c'est ça qui t'a amené à... Oui, parce que je me suis dit que si le gouvernement avait peur de ça, il fallait que j'aille voir. D'accord. Donc du coup, j'ai commencé à venir, mais plutôt avec mon esprit reporter, quoi. Donc je voulais faire des photos de ce qui se passait à Bergerac et je voulais pas leur faire peur. Oui. Donc j'ai commencé à faire des photos avec mon smartphone. Ouais. Et puis bon, j'ai un certain talent pour faire des photos, donc voilà. Donc ça leur a plu. Ah, donc tu leur as montré. Oui, de toute façon, les photos, moi j'estime que quand on prend une photo, on photo quelqu'un, la photo appartient à la... C'est les droits, hein, le droit à l'image. Donc la photo appartient à la personne qui est prise. Bien sûr, bien sûr. Et comme j'allais à leur réunion, je disais tiens, tu peux me donner ton adresse email, je t'ai fait des photos de toi, je te les donne, c'est tes photos. Normal. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et puis 2-3 manifs plus loin, j'ai sorti le Nikon quand même, parce que bon. Puis après je suis venu aux réunions, comme je suis un peu bavard et puis que j'ai fait de la politique. Excuse-moi, mais tu prends des appareils photo, donc plutôt qu'une caméra? Là, c'était des photos, ouais. Pourquoi je prends plutôt de la photo plutôt que la caméra? J'aime bien l'instant, en fait. J'aime bien... Pour moi, la photo, c'est une émotion. La caméra, c'est une histoire. Si je prends la caméra, je raconte une histoire. D'accord. Si je veux créer une émotion, je prends l'appareil photo. Oui. Bon, puis c'est un côté plus simple aussi. Plus rapide. Plus rapide. Non, puis l'histoire, il faut l'écrire. J'ai tourné pas mal de choses depuis les Gilets jaunes. Je n'ai encore rien monté parce que je voudrais faire quelque chose avec du recul. Une fois que ce sera terminé, pouvoir retravailler ça et puis faire un petit... T'as vu ce qui existe déjà? Parce qu'il y a pas mal de vidéos. Bien sûr, il y en a plein. Ça commercie, des gens comme ça. Des films qui ont été faits. Quoi. Donc au niveau des Gilets jaunes, j'ai commencé à rentrer dans leurs réunions hebdomadaires. J'ai participé aussi à d'autres réunions citoyennes où on a étudié la municipalité, le municipalisme et compagnie. Donc ça s'est fait notamment cet été. Et puis à force de prendre la parole et peut-être de bien l'apprendre. Non seulement bien accueilli, mais aussi reconnu. Quoi. Voilà, reconnu. Du coup, quand il y a eu les Gilets jaunes, quand il avait fallu envoyer quelqu'un à Montpellier au 1er novembre, j'ai dit moi ça me plairait bien d'aller voir. Donc du coup ils m'ont désigné. Donc voilà, donc j'étais le représentant, l'un des 2 représentants de Bergerac à Montpellier. Voilà. Okay. La date de Montpellier qui a eu lieu là au mois de novembre, donc c'était la 4e ADA, et la 5e ADA elle a lieu au mois de janvier à Toulouse. Ok. Ça non plus, c'est pas tellement renvoyé par les médias. Ah non, la médiatisation de l'Assemblée des Assemblées, on était 500 quand même. Cette organisation, 500, ça suppose quand même pas mal de trucs. Quoi. Oui, c'est une grosse organisation. Alors, en gros, comment manifestement, tu es donc favorable à ce mouvement. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel là-dedans, mis à part le fait que tu as vu que le pouvoir a provoqué un peu, ça c'est plutôt négatif, mais en positif, en quoi le mouvement t'intéresse vraiment? Alors ce qui est intéressant, je pense que c'est vraiment une prise de conscience du citoyen, nos citoyens, pas des yaourts, prise de conscience du citoyen qui peut agir sur la politique. Oui. D'accord, mais c'est pas nouveau ça, je veux dire. Non, mais là c'est une vraie. Il prend du temps, il travaille, et puis il y a aussi,
il y a une grande défiance vis-à-vis des politiques, c'est énorme la défiance qu'il y a. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il faut reconstruire quelque chose. Ça va donner, alors c'est bizarre parce que ça va donner de la politique, au sens noble du terme. Bien sûr. Parce que de toute façon, la politique, c'est la gestion du bien commun. Donc, mais les partis classiques, ils ont tellement eu de casseroles, de dysfonctionnements, et ils ont tellement trahi. Voilà. Je ne dis pas que les politiques sont tous pourris, mais il y a eu un niveau de gens qui étaient malhonnêtes, trop élevé, qui fait qu'il faut reconstruire quelque chose. Il faut se rappeler aussi qu'en 68, il y a eu quelque chose qui n'a pas abouti. Là, voilà. Mais 68, d'ailleurs, on ne dit pas la révolution de 68. On ne le dit pas encore. Mais donc, ça n'a pas abouti. Mais pourtant, quand on analyse 68, c'est super intéressant d'analyser. On s'aperçoit que qu'est-ce que voulaient les gens dans les grandes idées politiques? C'est plus de solidarité, plus proche de la nature. Hein, c'était en liaison avec la nature. Pas consommer bêtement. Voilà. Non, c'est sûr. Pas travailler bêtement. Voilà. Et ça, on les retrouve un petit peu aujourd'hui dans l'air du temps, en fait. Hein. Oui, non, mais on pourrait même remonter plus loin, à 1848, si tu veux. On va y aller, on va y venir. Et donc, on voit bien que 68, c'était aussi travailler en collectif, et tout ça, enfin, donner des responsabilités à tout le monde, qu'on écoute le plus petit, qu'il ait un rôle à jouer dans le... Et en fait, tout ça, c'est mort, et on revient aujourd'hui, en gros, on arrive à une position autoritaire qui était presque d'avant 68. Tu as prononcé le mot de révolution parce que tu oui, dis, parce que 1789, c'est un échec total. D'accord. C'est un échec total. Ça, ils avaient des idées, hein, liberté, égalité, mais ça donnait quoi? Ça nous a donné un empereur, ça nous a donné la terreur, un empereur et retour à la royauté. Et la République finalement, en 1848. Non, alors, c'est d'autres répliques de révolution. C'est la Commune, c'est 1842. Donc, et j'ai lu que toute révolution n'aboutit pas la première fois. Il y a des répliques, comme un tremblement de terre. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est une réplique de 68. D'accord. J'ai pas dit que c'est celle qui va aboutir à la... D'accord. C'est pas forcément la réplique qui va aboutir à cette société nouvelle. Mais c'est un écho. Mais c'est une réplique, Et quand on analyse toutes les sources de problèmes, on voit bien que, aussi bien le problème du climat que le problème du frigo, fin de mois, fin du monde, on voit bien que c'est un souci avec le système économique dans lequel on fonctionne, qui est le néolibéral. Et donc il va falloir que le néolibéralisme tombe. Mais ça, c'est pas le néolibéralisme qui va tomber tout seul, c'est pas les riches qui vont dire « Oh bah finalement, on va faire autre chose ». On est d'accord. Hein, donc voilà. Et donc c'est forcément un mouvement de la rue qui va faire tomber le système capitaliste pour trouver un autre système économique plus juste. D'accord. Pour quelques siècles. Qu'est-ce qu'on peut dire que tu es sans illusion, mais avec beaucoup d'espoir, là, non? Ah, mais moi, je suis persuadé qu'on va y arriver, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi on va y arriver? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. La nature ne peut pas faire autrement. Et donc, Dame Nature, elle n'est pas bête. Hein. Elle a déjà fait pour les dinosaures. Je ne sais pas très bien ce que tu appelles la nature. La nature, les systèmes des lois naturelles, font que lorsqu'il y a un individu qui met en péril tout le système, ce système-là l'éjecte, les dinosaures. Et je pense que la nature, si on continue à l'énerver comme ça, elle va nous éliminer comme elle élimine les dinosaures. On va suivre le même schéma. Extinction. Mais ce ne serait pas vraiment une révolution, ça. Pour les hommes, non. Mais pour la nature, oui. Là, on parle d'effondrement et de... Voilà, ça. Donc en fait, comme on voit bien qu'il y a une échéance liée par la nature, et qu'on sent bien que le système néo-capitalisme, il est là bien responsable, il faut bien un moment que tout le monde se réveille en disant on va mettre un autre système économique qui va être en équilibre avec les êtres humains et la nature. D'accord. Bon, alors on va descendre au-dessous de ces abstractions, l'espèce humaine et la nature. Donc ce mouvement-là, tu le suis, donc tu as évidemment de l'espoir. Qu'est-ce que tu vois comme chose essentielle à conserver de cet élan-là que tu reconnais comme une réplique peut-être révolutionnaire? Qu'est-ce qui te paraît le plus important? Parce que, comme tu sais, ça va pas tout seul. Enfin, non. Alors, il y a une chose qui m'a étonné, c'est la fraternité sur les ronds-points. Ça, c'est vraiment un truc... Parce que la fraternité, depuis tout petit, je la lisais sur le mur de mon école. Bien sûr, Mais
On ne les voyait pas trop. Hein. Même des fois, je blaguais en disant ouais, la première fraternité, c'était à Abel et Caïn. Donc, tu la vois aussi dans les manifs et ouais. dans le les gilets moment jaunes actuel. sont très fraternels. Ouais. Et contrairement à ce que disent les médias, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de populations et il y a aussi une soif d'apprendre en fait. Voilà. Et il n'y a pas de mépris de classe. Il n'y a pas de mépris de classe chez les Gilets jaunes. Il y a des avocats, il y a un ancien juge, il y a des anciens banquiers, reconvertis, certes. Alors moi, il y a des gens de tout. Enfin, on a même juste des en SDF, restant comme ça au ras donc, du sol, mais je te suis tout à fait hein, sur tout ça, mais bon, fraternité est encore un truc très compliqué. Et la campagne électorale municipale qui a lieu en ce moment à Bergerac comme ailleurs ne donne pas beaucoup d'écho ou de répliques de ce qu'on est en train de dire là. Hein. Écoute, je vais être sûrement pas gentil, mais là, je viens de m'apercevoir que tout ce que les médias trouvent à dire, c'est comment les écolos s'engueulent avec Bergerac en commun et une autre liste. On est très loin des belles choses qu'on vient de dire quand même, non? Mais ça, c'est un... Je ne veux pas dire que c'est le cœur du métier du journalisme, mais c'est un axe comment faire pour changer ça? Un axe de regard des journalistes. C'est-à-dire d'aller toujours chercher la bisbille, le truc qui ne va pas, la cuisine, regarder nana, voilà. Oui, ça c'est leur défaut. Hein. On peut y faire quelque chose de l'intérieur, justement, comme toi. Enfin, je veux dire, on peut essayer cette bataille de communiquer. Je pense que n'importe quel parti politique. Cloche-merlesque, tu vois. Alors on va parler du municipal, on va redescendre au niveau de Bergerac. N'importe quelle liste de Bergeracois aimerait qu'on parle de son programme, de ses idées. Et non pas dire voilà, c'est tout, voilà. Bon, là, je crois qu'il y a deux listes qui sont faites par deux sortants au niveau des municipales. Bon, voilà, il y a aussi des choses à dire là-dessus. Enfin, voilà. Tu peux en parler aux journalistes. Enfin, peut-être que d'ailleurs c'est pas un problème, parce qu'après tout ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais la liberté de la presse. Hein. Oui, mais bon. Pas, hein. Non, mais il t'est pas arrivé de leur. Nous, on essaye. Hein, on a essayé de discuter avec eux, mais on n'y arrive pas. Mais toi, tu n'as pas essayé. Il y a un truc qui est amusant, c'est que quand on a fait l'élection de notre tête de liste, là, et il y a les journalistes qui étaient persuadés qu'il allait y avoir un conflit entre les Verts et le PC. Alors qu'il n'y a pas eu l'ombre je sais pas, la moindre graine conflictuelle. Donc ils se sont rabattus entre les Verts. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ils ont dit voilà. Et ils pensaient pas d'ailleurs que c'était Julie qui aurait été élue. Je pensais que c'était un autre qui ne s'est pas présenté. Donc voilà. Donc ils avaient pas. Mais ils pariaient pour une bataille, voilà. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs à dire, on a travaillé sur le fait qu'on a bien vu qu'avec les primaires, c'était catastrophique. Le système des primaires, ça tue, ça affaiblit le groupe. En fait, ça donne une apparence citoyenne, tu vois. Non, mais oui, mais ça affaiblit parce qu'en fait, on est dans des duels. Si vous faites un vote à majorité, donc un vote uninominal à majorité, nous on avait 5 candidats, donc ça aurait donné forcément 2 tours, et dans le deuxième tour, vous auriez eu un duel. Donc voilà. Oui, c'est ça la pondération qui a évité ça. Et en fait, en faisant un vote pondéré, on évite ça. Condorcet avait inventé ça il y a bien longtemps, au moment de la Révolution. Avec 2 avantages du vote pondéré. C'est la première, ça élimine les clivants. Ceux qui sont clivants dans le groupe, ils ne vont pas réussir à faire un bon score. Et par contre, ça renforce la personne qui est la plus fédératrice. D'accord. Très bien. Philippe, tu voulais... Peut-être revenir sur les Gilets jaunes un peu plus. Vas-y, il me semble que tu as été élu écolo, ELV peut-être, je sais pas à un moment c'était quel parti? Non, c'était les Verts. Les Verts. 97. 97, ok. Tu étais élu quoi? Alors j'ai été élu dans ma commune... Juste, je finis ma question, comme ça on reprendra. Donc tu as été élu, tu me diras où et ce que tu as fait. Et il me semble que en tout cas aujourd'hui, on pense que ELV c'est un des rares partis qui met en avant l'horizontalité.
un peu ce que réclament les Gilets jaunes. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne te retrouverais pas dans ce parti politique et qu'est-ce que tu retrouves, ça prolonge un peu la question de Gilles, qu'est-ce que tu retrouves de plus dans le mouvement des Gilets jaunes qui te paraît être le mode d'action le plus proche de ce que tu veux faire en termes d'action politique? Et donc, j'habitais donc la Haute-Normandie, à Vernon, et donc je me suis engagé dans le mouvement des écologistes, donc c'était les Verts à l'époque. J'habitais une ville de 1500 habitants, donc je me suis présenté non pas sous l'étiquette verte, mais parce qu'à 1500 habitants, on se présente sous son nom. Et pour être élu, il faut faire plus de 50% des voix. Donc j'étais dans une commune où il y avait beaucoup de chasseurs. On t'a demandé de venir? Non, je faisais partie. Oui, c'était une liste. Ouais, c'est une liste. Voilà, une liste. Voilà. Le voisin qui m'aimait bien me dit oh, moi c'est une liste. Voilà. Donc tu étais adjoint conseiller municipal. Donc voilà. Donc j'ai fait une première campagne où on s'est pris une veste. Voilà. Une deuxième campagne où on s'est pris. Là, je m'étais présenté comme maire, enfin pour tête de liste. Et là, avec 22 voix près, vous voyez, ils sont encore là, les 22 voix là. J'ai raté. En face de moi, j'avais quand même un conseiller régional, un conseiller général plutôt. Oui, d'accord. Un cumulard. Une grosse pointure. Ça a été dur. Et la troisième fois, j'ai été élu. D'accord. J'ai été élu, donc il faut bien voir que c'est une population qui était. Il y avait un lotissement aussi, il y avait un grand lotissement social où il y avait beaucoup de routes. Tu étais conseiller municipal dans l'opposition ou dans. Non. Dans la majorité. Les deux premières fois, j'ai pas été élu du tout. Du tout, mais la troisième. Voilà. La troisième, moi, j'ai fait 73% des voix, donc j'ai été élu. Oui, mais dans la majorité ou dans... Non, c'était dans la majorité. Dans la majorité, ok. Non, il n'y a pas vraiment, dans une commune de moins de 2000 habitants, il n'y a pas vraiment de position de majorité. On est élu ou pas, quoi. Après, on est soit avec le maire, soit pas avec le maire. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est en fait, on peut rayer, on peut rayer, on peut panacher. C'est pour ça que je parlais de majorité d'opposition. Donc voilà, je m'entendais relativement bien avec le maire, mais c'est quand même moi qui, parce que j'ai pas été élu maire, donc j'étais adjoint, mais moi j'étais un de ceux qui ont voté le plus souvent non, donc voilà. Donc j'allais pas toujours dans le sens du maire, c'était et en même temps, c'était pas les mots de l'époque, en même temps, je me suis présenté aux élections législatives. Le lundi, j'ai été nommé par les Verts, donc on m'a désigné pour être le candidat pour les futures élections législatives. Donc j'avais 2 ans devant moi, c'était peinard, pour travailler mes dossiers, pour me faire connaître et tout. C'était le lundi. Et le mardi, Chirac faisait la dissolution. Ah, c'est 97. Voilà. Donc c'est-à-dire que je suis passé de 2 ans à 2 mois. C'est ça. Et donc j'ai réussi quand même à faire 6%. Donc j'ai été remboursé. C'est bien. C'est bien. En fait, dans le coin, j'étais le seul à faire. Puis c'était la vague bleue en 97. Ouais. Non. La dissolution, c'est les socialistes. Chirac s'est fait bananer. Oui, pardon, c'est 93, la vague bleue. Nous, à Vernon, on a eu une triangulaire. Il y a eu 22 députés socialistes qui ont pu aller à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu des triangulaires. C'est ça, d'accord. Voilà. Et la députée de ma circonscription, qui était aujourd'hui une circonscription qui était connue, parce que c'est celle où il y a Madame Aupetit. D'accord. Misère. Et donc la question, c'était l'horizontalité du mouvement, c'est ça? Alors oui, pourquoi j'ai quitté les Verts? Et pourquoi les Gilets jaunes te paraissent? Parce qu'en fait, chez les Verts, à l'intérieur, à l'époque, je vous parle à l'époque, dans les années 80, j'avais beaucoup d'énergie à dépenser à l'intérieur des Verts pour me justifier de tout. De tout. Et à la fin, ça m'a gonflé. Parce que de ma commune de 1500 habitants, j'ai été nommé pour être le délégué de la commune à l'agglo. Donc je suis passé de la commune à l'agglo. Donc je suis passé de 1500 à 52 000 habitants. D'accord. Et à partir du moment où je suis passé à 52 000 habitants chez les Verts, les militants verts de Rouen, les plus orthodoxes, ils n'arrêtaient pas de me casser les pieds en disant « Qu'est-ce que tu as dit? Ça, tu n'as pas le droit de le dire. On aurait dû le voter. Il fallait prendre une décision. » Alors, ils se réunissaient une fois par mois. Moi, j'avais des réunions toutes les semaines. Et je leur disais « Attends, quand j'ai une réunion, là, je dis « On arrête. On attend la réunion des Verts à Rouen pour prendre la décision et je reviens. » C'était ça, sans ça. Est-ce que ça, c'est pas un reproche qu'on fait justement, que certains font aux Gilets jaunes en disant
on ne peut rien discuter parce qu'il n'y a pas de représentants et que finalement il n'y a pas de décision. On peut entendre chez certains dire que de toute façon chez les Gilets jaunes on ne peut pas prendre de décision parce qu'il faudrait voter 10 000 fois, que c'est très long, il y a les assemblées, ça n'en finit pas, etc. Ouais. Alors moi je ne pense pas que les Gilets jaunes vont être un mouvement politique un jour. Je pense que les Gilets jaunes c'est un mouvement de parti, tu veux dire. C'est un catalyseur d'une transformation. C'est ça. Voilà, c'est un catalyseur d'une transformation. Et d'ailleurs on la voit dès maintenant, on la voit notamment au sein même de notre liste, Bergerac en commun, puisque on a des méthodes de travail qui sont plus proches de celles des Gilets jaunes que celles du vieux monde. On est en travail d'équipe, on a fait des réunions citoyennes où on a récupéré plus de 150 propositions, on est en train de les pondérer, enfin on est en train de les prioriser pour pouvoir faire la restitution. Mais ça, pour le dire simplement, il faudrait que c'est un mouvement qui en effet, moi je suis assez d'accord avec ça, un soutien en disant les représentés ne sont pas pour rien dans leurs représentants. Il faudrait que leurs représentants se rendent compte que les représentés, ça fait partie de la représentation. Et ça, effectivement, beaucoup semblent l'avoir oublié. Nous, on essaye de discuter avec le député du coin, il ne nous répond pas, quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu entre on vote quelqu'un, il est notre représentant et il fait ce qu'il veut, entre on vote quelqu'un mais il doit dire que ce que nous avons décidé qu'il dise. Entre les deux, parce qu'au niveau technique, de toute façon, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Donc il y a un moment, il faut donner des lignes de valeur. C'est ce qu'on appelle la représentation inclusive. Et voilà. Alors sur certains projets, oui, sur certains projets, il faut retourner à la base. Je vois par exemple, j'avais discuté avec le député de Gironde là, qui était venu, Loïc. Je lui ai dit, écoute, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une loi qui passe sur que toutes les privatisations, quelle que soit une privatisation en France, de n'importe quoi, on passe par un référendum. C'est simple. La Française des Jeux, on aurait dû voter oui ou non, parce qu'on veut la vendre. Voilà. Même sans aller jusqu'au référendum, qui est un peu compliqué, parce que répondre oui ou non, c'est toujours un peu embêtant, mais tu as raison, oui, il faut qu'il y ait cette espèce de porosité entre les représentants et les représentés, sinon ça marche pas. Tous les grands projets communaux, il faut qu'ils passent par le vote des citoyens communaux, ça me paraît logique. Alors sinon, après, le vote, pour la gestion, la participation et la délibération, voilà quoi. Alors maintenant, les délibérations sur est-ce qu'il faut goudronner, refaire telle rue avant telle autre rue, on va pas faire. Bien sûr. Là, on peut faire confiance à nos élus. Tu as ta réponse? J'ai ma réponse. Bon, parce que ça fait 1 heure, on va peut-être conclure. Il faut monter. Est-ce que tu vois un truc à ajouter qui serait important, soit au point de vue télé ou au point de vue mouvement social? Non. Non, je pense que non. La question du vote pondéré, ça vous va? Oui, on a eu la en tout cas, tu entendras parler de nous, parce que nous, on va sûrement proposer un débat contradictoire entre différentes listes en campagne pour les municipales. Julie a répondu oui. Donc nous, vous avez répondu c'est-à-dire, oui, Julie, là où, quand j'ai posé ma question... c'est peut-être pas Julie qui avait répondu à l'époque, mais on lui a dit oui. J'ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas avec les autres? Elle me dit, mais on parle déjà entre nous, c'est déjà pas mal. Alors bon, j'ai trouvé ça, c'est un peu juste. Comme mais je vais Je pense que ça serait plus sur le 2e tour. Là, ça va être chaud. Nous, ça sera plutôt avant le 1er tour. C'est avant le 1er tour, c'est-à-dire que vu la campagne, je pense que ça serait intéressant de voir, parce que ça pourrait être une ultime question. Mais je reconnais que c'est difficile, je reconnais que c'est compliqué. Cette ultime question, c'est que, quel que soit le mode, enfin, le mode des ateliers de Bergerac en commun, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'action que chaque personne qui vient à la réunion écrit sur ce mur, des propositions. Et finalement, quand on regarde soit l'aspect programmatique très cadré des autres listes et certaines propositions qui émanent des ateliers de Bergerac en commun, il y a quand même des choses qui sont très proches, quoi. Heureusement. Et donc, donc, se pose la question de qu'est-ce qui fait la différence. C'est comme nous, quand on va rajouter nos propositions, parce que là, on ne les a pas encore mis. Donc on a décidé de faire le même travail avec des listes et puis on va les remplir. On va les mettre au même niveau que les autres et on va les annoncer, mais
sans faire de différence entre nos idées et les idées proposées par les citoyens. Et on va demander de faire une priorisation. Voilà. Et on va voir, ça permet aussi de tester si on est dans le vrai ou pas, quoi. Très bien, merci beaucoup d'être venu. C'est intéressant. Et puis peut-être à une prochaine fois. Ouais. Cut. Salut à toi.